Bonjour à tous, Interaction. Il est 14h30, nous sommes vendredi 20 février et nous allons passer une demi-heure ensemble pour décortiquer la vie de ce portefeuille Interaction. Donc, c'est le nom de ce fonds commun de placement et de cette émission, en compagnie d'Hubert Tassin, notre analyste. Bonjour Hubert. Bonjour à tous. Et de Paul Schforer, notre gérant. Bonjour Paul. Bonjour. Alors, fidèle au poste, on commence par une rubrique consacrée aux grandes tendances. Les grandes tendances de la semaine, j'en profite pour vous rappeler qu'il faut nous poser vos questions, c'est le principe de l'interaction. Les grandes tendances avec une actualité marquée toujours par ce bras de fer entre la Grèce et l'Allemagne, on pourrait dire, hein, les autres sont des spectateurs. Oui, bras de fer entre la Grèce et l'Allemagne, mais plus que spectateurs, parce que y a le mari trompé, c'est Madame Merkel, si j'ose dire, il y a la femme volage, et puis il faut avoir quelqu'un pour les réunir, et on voit bien la France jouer le rôle. On est dans un vaudeville, c'est ça que vous dites? Alors, on n'est pas dans le drame. Est-ce qu'on est dans le drame grec? C'est pas impossible. Ouais, parce que c'est plutôt tragique, alors là. Voilà, ce serait le tragique, c'est le scénario Giscard d'Estaing sorti de la Grèce de l'euro. Moi, j'ai pas l'impression. Je crois que les marchés n'y croient pas vraiment pour l'instant, et que surtout ce qu'ils veulent regarder, c'est le fait qu'on joue certains fondamentaux. Donc la première chose, c'est est-ce qu'il y a continuité de l'État grec, c'est-à-dire qu'il y a eu des engagements pris par l'État grec, est-ce qu'à chaque élection, on va devoir remettre en cause les engagements pris par un État? Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est à partir du moment où il y a un gouvernement, il a la possibilité d'intervenir sur les actions de gouvernement, et donc il peut décider de faire payer des personnes différentes. Et puis il y a un troisième point qui est quand même que le programme qui avait été proposé a fait baisser le PNB de 25%, et tout le monde sait qu'une baisse de 25% du PNB, c'est quand même beaucoup trop, et ça ne sert pas la démocratie. Donc en fait, on est dans une situation pleine de contradictions, et les décisions qui seront prises auront de très lourdes significations pour l'avenir. C'est parce que ça va bien que ça va mal, si j'ose dire. C'est pas pourquoi. La Grèce est aujourd'hui en excédent primaire, comme on dit, c'est-à-dire que son budget est excédentaire hors charge de la dette, de 3%. Donc ça veut dire qu'on peut payer les fonctionnaires, faire passer l'eau, l'électricité, etc. Donc les Grecs disent, ces 3%-là, on ne va pas les affecter 100% au remboursement de la dette. C'est grosso modo ça la discussion, ça le résultat de l'élection. Eh ben, on est dans la sémantique, il va bien falloir trouver un accord. C'est ce que tout le monde pense en Iran. Et puis quand on dit c'est de la philosophie, je suis d'accord, mais c'est quand même les fondamentaux. Et on est quand même dans, non point au casino, mais sur la reconnaissance d'un certain nombre de principes qu'il faut faire prévaloir à chaque fois. Ouais. On est dans le paradoxe comme les aiment les marchés. Hein. Quand ça va mal, la BCE intervient, les marchés montent. Quand ça va trop bien, les investisseurs n'aiment pas parce que justement, il y a plus d'options sur la table. On parle de la Russie, et là aussi un dossier peut-être encore plus épineux avec l'Ukraine, parce que la Grèce, on se dit que ça va se résoudre en tout cas entre des murs. Là, c'est peut-être à coup de Kalachnikov. Hein. Là, on est vraiment dans un sujet qui est très inquiétant, puisque le printemps arrive, et donc si l'entente qui est en train de se mettre en place, malgré ces points d'achoppement et les petites digressions qui ont été faites, on est vraiment dans quelque chose qui pourrait dégénérer en un conflit beaucoup plus violent et beaucoup plus inquiétant. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a déjà un impact de ce conflit, puisqu'il y a eu des sanctions européennes, et ces sanctions européennes ont impacté le résultat de l'activité économique et le résultat des entreprises dans lesquels nous investissons. Vous nous avez apporté, Paul, des graphiques intéressants. L'indice russe en dollars, pour commencer. Le nom de l'indice russe, c'est le Russex, non? Comment ça s'appelle? En fait, là, on a pris l'indice russe. Je n'ai plus exactement en tête son nom, mais c'est le RTS. Ouais, effectivement, en fait, là, il est exprimé en dollars et il est en violet. Et on a un peu l'impression qu'effectivement, il suit cette courbe noire qui représente la baisse des prix du pétrole. Et on se dit, effectivement, le pétrole affecte l'économie russe significativement. On voit que ça affecte en violet plus clair les pays de l'Est.
Donc on se dit globalement, il y a quelque chose qui va dans le mauvais sens. Qui va dans le mauvais sens. Mais c'est du trompe-l'œil, c'est ce que vous nous avez dit. C'est un peu du trompe-l'œil, effectivement. Le second graphique que vous nous apportez, l'indice russe RTS, donc, mais cette fois vu en roubles, c'est-à-dire du point de vue des moscovites ou des Saint-Pétersbourgeois. Ceux qui entendent finalement le point de vue de M. Poutine, qui sort de négociations dans une situation où finalement il peut affirmer qu'il a un gain territorial implicite et qu'il a aussi un marché action qui, lui, performe de façon fantastique. Et donc, cela... ce que vous nous dites, c'est que Poutine peut tenir longtemps ce bras de fer. Quelque part, il n'est pas... Il n'est pas asphyxié par l'économie. Au contraire même. La dévaluation compétitive, c'est quelque chose qui marche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner un peu plus le robinet du pétrole. Il a des débouchés chinois qu'on s'est arrangé pour lui faire négocier, pour le gaz notamment. Et c'est pas plus mal pour la Chine d'avoir du gaz russe plutôt que du charbon chinois en réalité. Donc ça fait mal aux oligarques, mais pas aux moscovites de base. Tout à fait, ça ne fait pas mal à ceux qui raisonnent en roubles. Et on peut comprendre qu'il y ait un écho aux propos tenus par M. Poutine, ce qui rend la situation encore plus inquiétante, parce qu'elle peut durer. Mais donc, si on extrapole un peu, aux marges de l'Europe, la Grèce à une petite échelle, la Russie à une plus grosse, finalement, a intérêt à la surenchère. Il y a un petit intérêt à la surenchère, d'où une situation de précarité et de volatilité très forte. Mais néanmoins, les marchés, ils s'en fichent. Les marchés n'y croient pas. Ils ne croient pas que la Grèce va faire exploser l'euro et l'Europe. Donc, d'abord, ça c'est le premier point. Et sur la Russie, ce que vient de dire Paul est, à mon avis, très important. Les marchés avaient la trouille de l'effet de récession d'Europe centrale sur deux des trois grandes économies de la zone euro, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Italie. Oui. Les marchés ont moins peur de ça, ce qui explique cette hausse de 11% en moyenne, 11-12% en moyenne depuis le début de l'année de toutes les places européennes, un peu amplifiées en France ou en Italie, mais bon, par rapport à l'Allemagne. Mais les marchés considère que dans ces dossiers, on n'arrivera pas dans l'irresponsable. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça reste un problème. Et en plus de ça, on s'aperçoit que finalement, la variable d'ajustement aujourd'hui, c'est le taux de change. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dépréciation. Ce qu'on n'a pas au sein de la zone euro, et ce qui est aussi une des parties du problème. Bah oui. Tout à fait. Mais on voit que tous les ajustements se sont faits sur le change, que ce soit l'appréciation du dollar, que ce soit l'appréciation du franc suisse, que ce soit la dépréciation du rouble. Mais les dévaluations internes, c'est-à-dire l'Espagne et la Grèce, l'Espagne et la Grèce, ces dévaluations internes, elles ruinent les gens, mais après, on peut reconstruire. Hein. Donc, on a de la tendance, c'est qu'effectivement, après, les fruits de la croissance, comme on disait en économie marxiste, les fruits de la croissance, est-ce que je les partage avec mes créanciers ou avec mon peuple? C'est une question, encore une fois, par exemple pour la Grèce, hein, ces 3%-là, Madame Merkel dit qu'il faut que ça monte à 4 pour nous rembourser. Et eux, ils disent qu'il faut qu'on descende de 3 à 1 en vous remboursant. C'est marchand de tapis assez classique. Ça nous donnerait un moteur. L'abandon des sanctions sur la Russie nous donnerait un moteur supplémentaire après la baisse de l'euro, la baisse du pétrole, les reprises de l'activité en seraient améliorées. D'accord. À part ces données un peu macro et géopolitiques, est-ce que vous avez noté d'autres indicateurs? Il y a quelque chose qui est très important à mon avis, c'est l'annonce d'un deuxième mois de baisse des prix à la production aux États-Unis. Alors, on était tous sur un scénario disant la Réserve fédérale va monter ses taux d'intérêt au mois de juin. Attention, déflation aussi là-bas. Et donc, attention, est-ce que quand l'inflation est négative, la Banque centrale est en position de monter ses taux d'intérêt? Moi, je ne suis pas sûr. Alors, justement, nous, on n'est pas du tout de l'avis que la Banque centrale montera ses taux rapidement aux États-Unis. On pense que c'est plutôt, finalement, début 2016. Ça ne fait pour nous que confirmer, et les dernières minutes qui ont été publiées vont dans ce sens-là. Donc encore une planète alignée, finalement. Une planète alignée qui va dans le bon sens. Donc, parce qu'il faut quand même rappeler une chose importante, c'est que la Réserve fédérale a arrêté d'injecter de l'argent dans l'économie, mais elle n'en reprend pas. C'est-à-dire que tout ce qui est remboursé, elle le rend. Aujourd'hui, elle maintient la taille de son bilan, donc elle maintient les liquidités dans le marché, et malgré cela, on a une pression sur les prix à la production qui sont largement liés à l'énergie, bien entendu. Donc, effectivement, ce que les marchés financiers anticipaient, c'est-à-dire cette hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en juin, on parle plutôt septembre-décembre et les plus optimistes, dont Paul, plutôt janvier-février 2016. Voilà pour la tendance, on passe au tableau de bord.
Alors, vous en avez l'habitude, on commence par les feux tricolores, en tout cas bicolores sur cette slide, puisqu'on n'a plus que de l'orange et du vert, et pas de changement depuis la semaine dernière. Si, effectivement, en fait, il faut noter, il y a un changement, c'est la dynamique de momentum des marchés, ça va d'ailleurs dans le sens de ce qu'on disait, l'alignement des planètes. Le momentum des marchés qu'on avait évoqué il y a 3 semaines, comme étant un peu inquiétant parce qu'il ne cessait de redescendre, a été assez bouleversé par un mouvement cette semaine, qui est significatif. Il y a quelque chose qui permet de le voir de manière totalement micro, si j'ose dire, c'est qu'on voit bien qu'au jour le jour, ou même à l'intérieur des séances, les bonnes nouvelles font monter et les mauvaises nouvelles ne font plus baisser. Donc on voit bien qu'il y a un changement de sentiment, où il y a un sentiment qui est, il y a tellement d'argent. Il y a Mario Draghi qui a ouvert les vannes. Voilà, il y a tellement d'argent à chaque fois, le niveau de la piscine monte. On veut ignorer les mauvaises nouvelles. Alors c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas une qui peut tout casser, mais pour le moment, on voit ce sentiment qui est en train d'évoluer. Oui, et du côté des mauvaises nouvelles, finalement, l'endroit où on est le plus attentif en ce moment, c'est finalement le stress de refinancement. Alors, le trouver en orange est toujours un petit peu embêtant. D'accord. Alors sur le zoom des dynamiques de momentum de marché, vous nous avez apporté ce zoom. Paul, on vous laisse le commenter. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Voilà, en fait, c'est finalement une inversion, enfin une remontée qui se passe dans les dernières séances, qui mesure donc le momentum de marché, c'est-à-dire la dynamique de la tendance haussière qui est supérieure à la dynamique de la tendance baissière. C'est quelque chose d'intéressant puisqu'en fait on revient à des niveaux qui sont antérieurs à ceux du 9 octobre. Et c'est une période où justement on a vu s'enfoncer le marché à des niveaux effrayants. À l'époque on craignait de revenir vers 3005, 3006. On est aujourd'hui à 4008 et c'est clairement ce que mesure cette... On a annulé cette période-là. Alors, puisqu'on parle de points, on a intitulé cette émission « La bourse est en route vers les 5000 points ». Vous y croyez, vous, à assez court terme ou pas l'un et l'autre? Moi, oui. J'ai été extrêmement frappé, alors c'est de la microéconomie, par les discours des présidents lors des publications des comptes 2014, depuis la semaine dernière à cette semaine, avec un indicateur très très important à mon sens, qui est le relèvement des dividendes. Si les patrons proposent à leur conseil des relèvements de dividendes, c'est qu'ils y voient clair. C'est contrairement à ce qui était le cas l'année dernière, on disait, ceux qui allaient bien disaient on va pas trop dépenser, etc. C'est aussi parce qu'ils ont serré la ceinture des actionnaires pendant longtemps et qu'il faut donner peut-être un peu Oui, mais ils ne sont pas obligés. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est systématique. Systématiquement, presque dans tous les secteurs, j'ai l'impression qu'il y a plus de visibilité du côté des managers. Paul, 5000 points bientôt ou pas? 5000 points, c'est tout à fait possible. 5002 même, pourquoi pas. Il ne faut pas oublier qu'on a eu une année blanche l'année dernière sur la France, en particulier, et l'Europe n'était pas très loin. Le point qui est très important, c'est qu'effectivement, cette indication d'une amélioration des résultats est quelque chose de positif. C'est un des indicateurs qu'on suit, le momentum microéconomique. C'est ce qui permettrait d'ailleurs à notre indicateur de mode Alors, on va voir le mode, justement. La mode et la météo, en l'occurrence la mode de risque, on reste en niveau 3. Et ce que vous nous dites, c'est que si on avait un feu vert supplémentaire comme celui des momentum microéconomiques, ça fait plusieurs émissions qu'on le dit, c'est-à-dire une révision à la hausse que commence à subodorer Hubert en se disant, voilà, il y a quand même des signaux forts avec la hausse, non seulement des résultats, mais des dividendes, qui est une dérivée presque, de confiance, de l'indice de confiance qu'ont les patrons dans l'avenir, là, on pourrait passer en plein soleil. Alors, sur le 5000, il faut quand même voir que c'est un seuil psychologique, parce que c'est un chiffre rond, mais c'est aussi un seuil technique important. 5000, c'était le plus haut de 2008. Ça va être la plus forte résistance technique que vont avoir à subir les marchés. Donc, on peut aller les trouver. Moi, je pense qu'on peut les trouver assez vite, puisqu'on va réévaluer, à mon sens, à peu près systématiquement les estimations de bénéfices. En revanche, on va probablement buter dessus et ensuite aller vers les 5002, 5005, entre 5002 et 5005, plutôt à la fin du semestre ou au début du suivant. Oui, il faut pas, on n'est pas nécessairement demain à 5002, effectivement, mais c'est un point aussi technique qui avait joué un rôle très important après la crise Internet, la bulle Internet, puisque quand on était redescendu, à partir entre 5000 et 4750, on a eu toute une période pendant l'été qui est avant 9/11, et c'est vraiment une période qui avait joué, qui avait été cruciale pour basculer d'un bull market vers un bear market. Donc c'est une zone, c'est un peu le triangle des Bermudes ou le poteau noir selon les marchés. Les 5000 vont être
Alors, bien entendu, ça dépend, 5000, c'est psychologique, mais ça correspond probablement sur les autres marchés aussi à un passage qui est difficile, hein, qui est encore une fois le début, donc il y a la bulle des TNT du début des années 2000, mais également le dernier passage haut avant la crise dite des subprimes, la crise 2007-2008. Allez, on passe aux performances. Alors, des performances que l'on retrouve depuis la création et sur la semaine. On constate que depuis la création, on voit déjà des fortes hausses, hein, 17%, un peu plus pour l'indice de référence qui nous sert de référence, l'indice CAC, 14% presque pour Interaction. Et sur la semaine, on rattrape une petite partie de ce retard. Oui, ça fait 2 semaines, effectivement, qu'on surperforme notre indice et cela traduit, je pense, la transformation de la structure du portefeuille sur laquelle on reviendra. Oui, on va en reparler en détail. Alors, d'un point de vue sectoriel, on regarde le graphique suivant pour voir comment se décompose cette performance. Paul, toujours? Oui, je crois que ce qui est important à noter, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on est sous-pondéré en défensive. Puis, en financière, on est aussi légèrement sous-pondéré, d'autant que la nature des financières que l'on détient en portefeuille, ce ne sont plus les bancaires, ce sont d'autres entreprises qui n'ont pas nécessairement les mêmes comportements et qui sont donc moins agressives. Ensuite, on a les TMT et surtout, en fait, la poche cyclique. Alors, dans son détail, c'est les semi-cycliques et les conso-cycliques qui sont très surpondérés, alors que pour les cycliques dures, qui sont celles qui viennent en fin de cycle, on est encore très en dessous. Mais c'est vraiment une transformation du portefeuille par rapport à la fin de l'année dernière. Et une transformation plutôt réussie, parce que vous nous avez apporté un autre graphique qui montre finalement la frise chronologique, hein, avec une accélération donc, de ce compartiment semi-cyclique et conso-cyclique sur un mois. Je vous laisse nous l'expliquer. Voilà, en fait, la dernière colonne, c'est sur le mois de février, la création de valeur en fonction de la nature des investissements. Et sur la colonne qui est juste avant, c'est depuis la création. Et on voit très clairement qu'aujourd'hui, la création de valeur, la création de performance se fait dans les semi-cycliques et les conso-cycliques. Et plus du tout dans les défensives. Et plus du tout dans les défensives. Alors qu'elle a alimenté une partie de la performance au démarrage. Tout à fait. D'autant donc, changement de mode, hein, ça continue. On est dans un changement de mode. Hein. On va revenir sur la répartition. C'est une répartition qui est extrêmement, maintenant, qui est extrêmement volontariste. Et c'est le travail de façonnage du portefeuille que vous avez pu voir si vous avez suivi. Que l'on fait. Voilà. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de Total et pas de pétrolière, le fait qu'il n'y ait pas Sanofi, ça élimine les 2 premières capitalisations, le fait qu'il n'y ait pratiquement pas de banque et le fait qu'on soit sorti d'EDF et de GDF, c'est-à-dire les valeurs d'abonnement liées à l'énergie. Alors on a encore quand même pas mal de défensives. Alors justement, on va voir le portefeuille dans son détail. Et on est très exposé aux TMT en général et aux opérateurs télécoms en particulier. C'est une question qui se posera. Oui. Alors, je crois qu'il est important de pointer une chose, c'est que contrairement aux apparences, ce portefeuille n'est pas autant la copie conforme du CAC. Il y a aujourd'hui 60% des titres du portefeuille qui sont dans le CAC, mais si on prend le poids qu'il représente dans l'indice, ce n'est que 38%. Oui. Ce qui veut dire qu'en fait, on est absent de 62% des valeurs du CAC. 38% de corrélation ou de jointure finalement avec l'indice de référence. Tout à fait. En effet. Alors on regarde donc ces valeurs dans le détail, on voit les contre-performances et les performances. Donc on va commencer par Orange. Hein. On avait commencé à amorcer le virage de l'allègement d'Orange. Ça c'était bien joué. L'idée c'est que ce qu'on appelle le re-rating, on a retrouvé des niveaux de valorisation, je dirais, normaux pour Orange. Expliquez le terme re-rating. Le rating, c'est la notation que les marchés accordent à une valeur. Et donc cette notation... Il y avait une notation de sale gueule pour France Télécom. Alors, on a beau avoir changé le nom, ça s'appelle toujours France Télécom. Il y avait une notation de sale gueule, c'est-à-dire que le travail de restructuration qui a été mené n'était pas pris en compte par les marchés. Donc maintenant, on va dire qu'Orange est à un prix normal si on la compare avec ses concurrents. L'ensemble du secteur aussi a été re-raté. Le re-rating, c'est un secteur qui a un gros avantage dans la conjoncture actuelle, c'est qu'il est très endetté. Donc c'est un secteur qui bénéficie directement de la baisse des taux. Ouais. Mais
c'est plus le secteur porteur comme ça a été la vedette de l'année dernière. Et pourtant, on joue KPN. On rappelle qu'on joue KPN. On joue KPN et Telefonica, qui sont deux valeurs en retard sur leur secteur. C'est ce qu'on considère. Bon, et ça a été un des gros moteurs de l'année dernière. Et qui ne s'en tire pas très bien aujourd'hui. Souvent, effectivement, si vous prenez le classement d'une année, l'année suivante, vous retrouvez rarement les mêmes. Donc, il est assez normal, c'est assez conservateur d'avoir encore 9% de ce qu'on appelle TNT. Alors, parmi les autres accidents de la semaine, enfin, accidents, c'est pas des accidents là, mais des petites contre-performances, on a Eurotunnel. Oui, Eurotunnel a beaucoup monté depuis. Et surtout, il y a eu une annonce par Goldman qui a remis en cause un petit peu les perspectives de Eurotunnel. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être excessif d'ailleurs comme réaction. Ça reste une valeur à laquelle on croit pour l'avenir. Deux choses. On a la dette. Et on a le dynamisme de l'économie britannique. Hein. Tout à fait. Un mot sur celles qui s'en sortent bien. On a encore le secteur automobile avec Renault. Le secteur, c'est les annonces de la semaine. Hein. L'annonce de la semaine qui a frappé, c'est Peugeot. Mais ce secteur-là, c'est des secteurs qui ont donc un point mort très très élevé. Donc un peu plus de chiffre d'affaires, fait beaucoup plus de bénéfices. Donc Renault, mais on a aussi, on l'a déjà dit, on a aussi du Valeo, on a aussi du Faurecia. L'ensemble du secteur est très porteur et va l'être de plus en plus au fur et à mesure des mois. Et je crois qu'il est important de souligner qu'en fait, on a identifié de notre point de vue que la création de valeur était plus importante aujourd'hui chez les équipementiers que chez les constructeurs, parce que tout simplement, c'est eux qui sont les promoteurs de l'objet embarqué, de l'objet connecté embarqué. Et ça, c'est un thème auquel on croit beaucoup, nous. Oui, mais il n'en demeure pas moins que Renault et surtout Peugeot sont des affaires de restructuration absolument colossales. Tout à fait. Quand Peugeot a annoncé cette semaine que dans un an, il pourrait se contenter de 2 millions de véhicules par an hors Chine, alors qu'il était à 2,6 millions de véhicules de points morts il y a 3 ans, on voit bien que ça va extraordinairement vite. Et puis bon, alors, il y a eu ces résultats insensés de la 308 en Chine. À propos de restructuration, on a Accor aussi qui s'en sort bien cette semaine. C'est magnifique. Oui, des résultats qui sont en forte hausse, des performances en Europe qui sont satisfaisantes. Pour nous, on a encore de l'upside et on considère qu'on a un objectif sur 52 € sur ce titre-là. Les valeurs dollars, Essilor, Airbus, bien sûr, Capgemini, Bouygues qui fait parler de soi aussi. Alors, Bouygues, c'est une valeur télécom en partie, hein, puisque ce qui fait monter Bouygues en ce moment, c'est pas le BTP, c'est pas encore TF1, même si TF1 est aussi une valeur de point mort, une valeur de consommation, et donc est probablement bien placé dans le moment du cycle, hein, si j'ose dire. Mais ce qui fait monter Bouygues, c'est Bouygues Télécom. Il y a 4 opérateurs en France, on l'a suffisamment dit. L'objectif de un peu tout le monde, c'est qu'il y en ait 3. SFR, donc l'affaire est réglée, il ne reste plus que Bouygues à vendre. Et Martin Bouygues va faire monter les enchères. Il est extraordinairement bien placé pour faire monter les enchères. Et il y a peut-être 2 acheteurs, messieurs Niel et Drahi en face. C'est ça, voilà. Ça alors, c'est des acheteurs qui sont des spécialistes de lever de la dette. Donc, il ne faut pas qu'ils perdent trop de temps. Les taux sont très, très, très bas. Donc, plus le taux est bas, là aussi, curieusement, Bouygues, qui n'est pas une valeur endettée, bénéficie de la baisse des taux parce que les gens qui veulent acheter son activité vont se refinancer. Donc vous croyez à ce scénario? Il faut garder Bouygues? Nous, on est sur Bouygues dans cette logique-là et dans la logique effectivement que c'est une entreprise qui n'est pas que dans les télécoms. Et la vision qu'on a, c'est plutôt de penser que c'est Free qui l'emporte plutôt que Numéricable. Mais ça, c'est l'occasion de faire monter les enchères. Alors ça, c'est les paris. Hein, c'est encore autre chose. On n'a pas en portefeuille ni l'un ni l'autre, ni Numéricable, ni Free, ni Iliad. On préfère la cible. On passe tout de suite à la dernière partie de l'émission, à la gestion. Alors Hubert, d'un point de vue gestion, quelles sont les idées de la semaine? Voilà. D'abord, flopper de résultats, on l'a dit, dans tous les coins. Alors des choses qui marquent énormément. Hein. Je ne vais pas dire qu'on est surpris que l'Air Liquide a un peu stagné, mais annonce augmente son dividende, son versement de 10%, puisque l'Air Liquide avait donné une action gratuite pour 10 et maintient le niveau du dividende. Donc c'est un des exemples, une affaire industrielle, mondiale, un peu chiffre d'affaires un peu lié à l'énergie, pas forcément les marges. Donc on voit bien que ça se passe plutôt bien. Alors cette semaine, en dehors du portefeuille, il y a le Crédit Agricole sur lequel il faut s'arrêter. Crédit Agricole, on a sorti toutes les bancaires parce qu'elles n'ont pas beaucoup de potentiel. Le Crédit Agricole, c'est un cas particulier. Crédit Agricole SA décote sensiblement par rapport aux fonds propres, ce qui n'est pas le cas des autres.
Et il y a une histoire de restructuration. Il y a une histoire de restructuration, ce qui fait qu'on aime bien qu'on les sortit, on est très vigilant sur ce qui se passe. On va revoir le tableau, hein, justement, des mouvements de la semaine passée, avec notre tableau historique. On va rappeler un peu les arbitrages. Donc la semaine dernière, on avait décidé d'acheter du Nexity, d'acheter du L'Oréal et de vendre de l'EDF. C'est bien ça? Tout à fait. Alors Nexity, Paul. Donc Nexity, tout à fait. On n'est pas mécontent parce qu'elle a fait un peu mieux que l'indice sur la semaine, donc c'était pas un mauvais choix. L'Oréal, on a été un peu plus... Enfin, on attend que ça se concrétise. C'est un peu trop tôt pour en parler. Et EDF, c'était pertinent, puisque effectivement, on a plutôt eu la main heureuse dans nos 3 choix la semaine dernière. Alors, voilà pour les choix. Des résultats de Capgemini, c'est cher, mais c'est magnifique. Oui. Et donc, une SS2I, bien placée dans la reprise, très exposée aux États-Unis, on a toute l'histoire. On a toute l'histoire, les entreprises investissent. Quoi qu'on en pense, c'est le niveau des taux d'intérêt, l'exposition américaine. Et donc, Capgemini est un point fort du portefeuille dans le cycle américain, et on en a. C'est une des plus grosses positions, puisqu'on est à 4,33%. Et une des grosses contributions positives et relatives de la semaine. Tout à fait. What else? Alors, Hubert. Alors, what else? Bon, moi, je continue à penser qu'il faut rentrer dans les médias publicités, qu'on a une affaire de restructuration avec Publicis, et que c'est probablement le bon vecteur, même si RTL, je l'ai déjà cité, est intéressant. Et j'arbitrerai volontiers, peut-être pas cette semaine, Vivendi, qui est une valeur également de médias, mais une valeur de médias d'abonnement, qui n'a pas de levier. Il n'y a pas encore une fois, Canal+ n'a pas le levier de TF1, c'est évident. Hein, c'est sur la reprise. Et on a, encore une fois, une restructuration en France qui est Publicis sur une valeur très exposée aux États-Unis, et le marché des publicités, il est américain. Alors sinon, et si on veut des choses plus tranquilles, on a RTL Group, qui est allemand. On en parle souvent, en effet, de cet arbitrage média. Les médias qui sont quand même confrontés, même si la conjoncture s'améliore, ils devraient profiter des rentrées publicitaires plus nombreuses, mais ils sont quand même confrontés à un changement de modèle et à des bouleversements numériques. Tout à fait. Et en fait, pour nous, c'est encore un peu trop tôt pour basculer sur des purs médias. Finalement, on préfère encore les jouer à travers Vivendi, à travers Bouygues, même si elles sont moins pures, effectivement. Média, alors que Vivendi, c'est du média dépassé dans le cycle, à mon avis. On est encore... Donc on garde Vivendi, c'est ça? Pour l'instant, on garde encore. Ça ne veut pas dire qu'on le gardera éternellement, loin de là, mais on n'est pas encore passé dans l'investissement, effectivement, dans les médias purs. Et à propos de Vivendi, il y a la partie de Numéricable SFR, de SFR qui est potentiellement rachetée plus vite que prévu. Les 20%, oui, les 20% vont être achetés plus vite que prévu, et à un prix qu'on connaît maintenant. Donc il y a plus... Mais en dessous du prix du marché. Oui, bah écoutez, 20% c'est beaucoup. Oui, mais du coup, est-ce que vous êtes vendeur si c'est en dessous du prix du marché? Je pense qu'aujourd'hui, l'information est dans le prix. On continue à jouer cette histoire-là encore quelques temps, mais on est sur une fin d'histoire, je pense. Alors, les médias, on reste en suspens. Les autres thèmes je me pose des questions, comme on l'a bien compris, sur le poids des télécoms, qui est important, et sur le poids des valeurs de service public, puisqu'on a par exemple du Veolia. Je pense que dans le même genre d'esprit, il y a d'autres vecteurs. J'ai déjà cité Telsat, qui est finalement de la constitution d'immeubles. Hein. C'est pas envoyer un satellite en l'air, ça c'est un immeuble qui flotte dans l'espace. C'est un immeuble qui flotte, c'est un immeuble qui envoie des ondes, mais c'est bien ça. Et ensuite, je loue mon immeuble pour envoyer des données. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sortir plus d'Orange, par exemple? On a commencé à s'amuser sur Orange. Encore une fois, je pense qu'Orange, le coup est tiré. Hein. Je pense que ceci étant, quand on regarde l'ensemble des opérations qui ont été réalisées, Orange est en train de s'alléger. Voilà, on est vraiment en train de sortir de ce secteur des télécoms, finalement, dans le portefeuille. Ça a été le moteur, et ça correspond finalement à cette transformation du portefeuille avec une avancée dans le cycle. Effectivement, on est dans une montée en puissance des cycliques de consommation, des semi-cycliques, et ça, c'est vraiment la dynamique. Alors, le rythme, on peut discuter d'une semaine sur l'autre. Je ferai presque la même je vais faire la même réponse que la semaine dernière sur ces valeurs-là. Mais effectivement, assez orienté. Il manque de cyclique pur.
Alors c'est très compliqué. Donc je suis le premier à le dire. On voit qu'Arcelor, donc la sidérurgie, il n'y a pas plus cyclique, ça pose un problème. On voit qu'Areva va nous publier des résultats absolument catastrophiques. Donc c'est pas simple. On a du Lafarge. Alors Lafarge est une affaire de restructuration, mais déjà joué sur le côté restructuration. Mais on a un travail à faire probablement sur les cycliques purs. Et puis, je pense que la consommation, tout ce qui est lié à la consommation en Europe, c'est quelque chose où on va connaître des révisions de mois en mois. Alors, autant dans la chimie, on est prêt à avancer du côté des cycliques purs, autant sur les autres, on considère que aujourd'hui, c'est finalement la baisse du pétrole qui donne un gain de pouvoir d'achat, donc qui va aider la consommation. On a besoin d'y voir plus clair dans la capacité des économies européennes à avoir de meilleurs chiffres pour aller plus loin. Sur la consommation, la publicité, les médias, la distribution, et puis tout un tas de dossiers qui sont peut-être plus concrets. On avait parlé de Bonduelle, qui est une valeur absolument magnifique, mais merveilleusement gérée. Je pense qu'il va falloir s'interroger sur les valeurs moyennes. Je peux citer Trigano, qui est une valeur moyenne qui est assez formidable. CRIT, qui est une valeur de travail temporaire sur lequel la fin du CICE a été, à mon avis, surjouée par le marché et qui a retrouvé un potentiel. On peut en trouver d'autres. Je pense que ça fait partie des travaux qu'on doit conduire. Bon, on va conduire ces travaux. En attendant, qu'est-ce qu'on fait cette semaine, Paul? Comment vous tranchez? Alors, je crois qu'on ne va rien faire cette semaine. Parce qu'on a un portefeuille qui réagit plutôt bien, autant se laisser porter. On a finalement aussi des sujets de réflexion qu'on va conduire. Il y a une valeur qu'on a regardée un peu plus particulièrement, qui est Vinci, parce que la publication des résultats nous a bien plu. Le fait qu'ils travaillent sur des secteurs à forte marge et qu'ils aient en particulier des perspectives dans Vinci Airport et Vinci Autoroute qui sont plutôt en train de s'améliorer. C'est peut-être des choses qui vont nous intéresser aussi. On en a déjà, on a 4%. Tout à fait. Mais justement, c'est un sujet sur lequel on regarde et peut-être qu'on prendra des décisions sur ce titre-là. Ça a été secoué en bourse à cause de cette polémique sur les prix des concessions d'autoroute. La polémique ne va pas s'arrêter, mais on sait que ça ne se finira pas trop mal pour eux, parce qu'on en a besoin. Cette semaine, il y a eu une réunion, une publication d'Eiffage, qui est une société assez comparable, société de travaux publics et de concession, qui a refinancé ces opérations de concession, donc ces autoroutes notamment. Et l'effet de la baisse des taux sur ce refinancement, pour Eiffage, c'est 5% de plus de bénéfices par an. Donc ça peut aller vite. Faire la même chose. Bah oui, Vinci fait la même chose, sans le dire. Ils n'ont pas fait de réunion cette semaine, c'est la seule chose. On regarde Vinci, on est à 4%, et ce que vous dites, on ne le fait pas cette semaine, mais à terme, on pourrait remonter peut-être notre position et se renforcer dans Vinci. Ça peut être un sujet, en tout cas c'est vraiment des sujets dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, sur lesquels nous on a un vrai travail d'observation. Bon, voilà, donc toutes les valeurs qui peuvent profiter de taux bas et donc renégocier leurs dettes, ça permet de faire des économies, c'est un petit peu comme la baisse du pétrole finalement, ça permet d'augmenter ses marges sans que forcément le chiffre d'affaires ne bouge. Merci messieurs, on se retrouve, on ne fait rien cette semaine. Il faut savoir laisser reposer. On est très investi. On est investi sur vraiment des vraies convictions. On laisse reposer la pâte et on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Merci messieurs, merci à vous de nous suivre et à la semaine prochaine, même endroit, même heure.